Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Rue de Marseille TV. Vous le savez, dans chacun de nos épisodes, nous sillonnons ensemble les rues de Marseille. Nous vous racontons leur histoire, nous allons également à la rencontre de celles et ceux qui font bouger culturellement, artistiquement et socialement les rues et les quartiers de la ville aujourd'hui. Une passerelle entre le Marseille du passé et le Marseille du présent. Aujourd'hui, je vous emmène rue Toussaint, précisément dans le 3e arrondissement de Marseille, en plein cœur du quartier de la Belle de Mai, l'ancien quartier économique et industriel de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, la Belle de Mai n'était qu'une vaste campagne où une importante main-d'œuvre, venue notamment d'Italie, s'est installée pour contribuer à l'essor industriel de la ville. C'est en effet dans ce quartier qu'ont vu le jour les plus grandes savonneries marseillaises, mais aussi la grande manufacture de tabac ou encore la manufacture d'allumettes Cosmi, Jeune et compagnie. Alors je suis en fait l'arrière-petite-fille de Jules Chauvet, lequel Jules Chauvet était un neveu de Joseph Toussaint Cosmi. Et il n'avait pas d'héritier, enfin il avait un fils qui est mort jeune, Toussaint Cosmi, et deux filles que évidemment l'industrie de l'allumette n'intéressait pas. Donc c'était le neveu qui l'a instruit à l'industrie de l'allumette et ils ont fait, j'allais dire carrière ensemble un certain temps. Et Joseph Toussaint Cosmi est arrivé dans les années 1830-40 à Marseille pour ses études. Et il a lancé et créé sa usine d'allumettes en 1847. La Belle de Mai, c'était plus grand et puis surtout, dans la rue précédente, c'était la rue Reynard, si je me souviens bien, la manufacture avait brûlé. Donc la ville de Marseille lui a octroyé ce quartier et donc il a construit beaucoup plus grand à la Belle de Mai. De toute façon, c'est tellement inflammable et ça arrivait très souvent, pas que chez eux, hein, chez les autres aussi bien sûr. C'est ici, au numéro 16 de la rue Toussaint, que la manufacture d'allumettes Cosmi, Jeune et compagnie était située. Malgré une forte concurrence, cette manufacture fut l'une des entreprises les plus florissantes. Alors Cosmi, sa particularité, c'est qu'il était assez fort, si je puis dire, en création d'allumettes bougies. Donc c'était surtout sa spécialité. Et il a aussi instauré les boîtes avec décoration, avec petite histoire. Il a beaucoup peaufiné tout ce qui était lithographie des étiquettes de boîtes d'allumettes, comme aujourd'hui on ferait même de la publicité, c'était déjà précurseur pour l'époque. Et les collectionneurs se sont certainement empressés sur ces allumettes. Sachez que la collection d'allumettes s'appelle la Philuménie. La concurrence forcément était rude dans ces années 60. Roche et compagnie, je vous ai dit, donc elle était la première en France et Cosmi la seconde. Ce que Toussaint écrivait pour justement marquer cette concurrence: ne manquez donc jamais d'avoir dans votre poche de l'illustre Toussaint la cire sans reproche, la seule, quoi qu'en dise un menteur breveté, qu'on puisse garantir contre l'humidité. Elle profita à l'époque du formidable essor et de la demande très forte de cigarettes en France. Environ 500 personnes, en majorité des femmes, travaillaient à la manufacture sur une superficie de près de 7000 m², jusqu'en 1910, date à laquelle elle est devenue manufacture d'État et fut remplacée quelques années plus tard par un comptoir d'épices et de plantes médicinales. J'avais noté qu'en 1855, il y avait 18 hommes et femmes et 28 enfants. On faisait travailler beaucoup les enfants à l'époque. En 1872, donc à la fermeture par Cosmi, au moment du monopole, ils étaient 500, mais beaucoup de femmes, sans doute encore des enfants, mais la plupart c'était des femmes, effectivement, à ce moment-là. Et ils fabriquaient des millions de boîtes, puisque c'était des milliards d'allumettes. En 1872, l'État donc décrète le monopole à cause des problèmes financiers à la suite de la guerre de 70-71. Donc les fabricants français se voient indemnisés et donc doivent arrêter leur fabrication et c'est l'État qui gère la fabrication d'allumettes. Marseille, c'est 1847-1872, puisqu'après les bâtiments de la Belle de Mai ont été gérés par la ville ou par l'État. C'est à la fin des années 1960 que la manufacture Cosmi a définitivement fermé ses portes, après plus d'un demi-siècle d'activité. Le site appartient aujourd'hui à la ville de Marseille et s'est trouvé au centre d'un vaste plan de réhabilitation du quartier.
Le numéro 16 de la rue Toussaint n'existe plus aujourd'hui. Quant à l'ancienne manufacture d'allumettes, elle est aujourd'hui occupée par des associations socioculturelles installées au numéro 29 de la rue. Avant de nous retrouver in situ, rue Toussaint dans quelques instants, je vous propose de faire un détour par notre rubrique Paroles de Marseillais. Quelle est selon vous l'origine du nom de la rue Toussaint? Alors, rue de Marseille TV. Rien du tout, je la connais pas. Rue de Marseille TV. Non, c'est les cigarettes là derrière. Donc la rue Toussaint se trouve après, au bout de cette rue, c'est la rue après la rue Cosmy. C'est une fête quoi. Fête de la Toussaint, c'est tout ce qui me va. La rue Toussaint. Alors là, ici en fait, on y est. Le pied dedans en fait, voilà. Et nous y sommes sur la rue Toussaint, précisément au numéro 29. Allons voir ensemble de plus près ce qui s'y passe. Suivez-moi. Et c'est avec notre invité, Julien Ruols. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment responsable de l'association Les Têtes de l'Art, une association qui a vu le jour ici en plein cœur du quartier de la Belle de Mai il y a quelques années de cela. Parlez-nous un petit peu de ce projet dont vous êtes l'initiateur avec toute votre équipe. Moi je suis le responsable du pôle projet de l'association. Ce n'est pas moi qui ai créé cette association, elle a été créée en 1996 par Sam Kebizi, donc l'actuel directeur de l'association, Hervé Lavigne et Xavier Adrien Laurent, qui étaient à la base 3 comédiens professionnels et qui ont donc monté l'association Les Têtes de l'Art. Le concept est simple, c'est la rencontre entre deux mondes, donc le monde des arts et de la pratique artistique et le monde de l'animation et de l'éducation populaire. Quelle était la motivation première? C'était de faire quoi? Une interaction entre les habitants du quartier, les nouveaux médias, essayer de créer du lien social aussi? La dimension avec le quartier n'a pas été l'élément de démarrage, il ne me semble pas. C'est surtout d'utiliser la pratique artistique comme vecteur de citoyenneté, comme outil pour travailler sur des valeurs fortes comme voilà, l'éducation, la réinsertion. Et après, effectivement, le fait d'être dans un quartier comme celui de la Belle de Mai et aussi dans un lieu comme celui du comptoir Toussaint-Victorine, on a toujours voulu impliquer les habitants, impliquer la population dans nos activités au fur et à mesure de l'évolution de l'association. Combien de personnes travaillent précisément à l'année au sein des Têtes de l'Art? Alors, l'association Les Têtes de l'Art est divisée en 2 pôles. Donc le pôle de projet artistique participatif, donc qui est mon pôle, et le pôle d'accompagnement, qui donc, lui a la charge de travailler sur des démarches d'accompagnement pour les artistes, pour les associations. On met à disposition également du matériel technique, type caméra pour des associations, pour des artistes. On est 7 personnes à travailler en permanence au sein de l'association. Après, on a des volontaires du service civique, notamment qui travaillent sur le projet de télé. Et après, on a environ une centaine d'artistes que l'on embauche ponctuellement sur nos activités d'atelier. C'est vrai que l'idée de départ, qui est à l'initiative des Têtes de l'Art, c'était aussi de venir s'implanter dans un quartier populaire, au sens noble du terme, ici en plein cœur du quartier de la Belle de Mai. Racontez-nous un petit peu les débuts de votre association. D'une part parce que les lieux sont quand même, proposent de larges volumes, des conditions de travail pour nos différentes activités. En fait, l'association est venue s'installer à l'extérieur du comptoir au départ. Le directeur de l'association travaillait comme comédien dans une structure qui travaillait juste là au 27 rue Toussaint. Et c'est comme ça qu'il a découvert ce lieu et c'est comme ça qu'il s'est installé d'abord un peu plus haut là et ensuite là où on est actuellement. Et le fait d'être implanté ici, au cœur du quartier, nous permet notamment, via le projet de télévision participative, de travailler directement avec les habitants. Votre association Les Têtes de l'Art fonctionne en autonomie quasi complète. De temps en temps, on a besoin de subventions, d'argent de la ville, de l'État. Comment fonctionnez-vous principalement? En gros, 50% de nos financements, qui sont des financements publics et ou privés via fondation, tout ça, et 50% d'autofinancement, notamment sur les ateliers qu'on propose et les démarches d'accompagnement. Dites-nous quel a été le projet le plus original, insolite, qui a été mis en place par l'association Les Têtes de l'Art? S'il y en a un. Oui, il y en a même beaucoup. Après, je ne sais pas si on peut les qualifier d'originaux. Pour nous, ils le sont, mais c'est surtout que ces projets-là
participe à une volonté de notre part de travailler sur l'espace public. Donc le projet dont je vous parle s'appelle Place à l'Art. C'est là, si je ne m'abuse, la 3e édition cette année. Et l'idée, c'est d'amener des artistes au contact de la population, de travailler avec eux directement sur des ateliers, d'exposer les réalisations qui ont été faites pendant ces ateliers et en parallèle demander à des artistes de faire des installations, des performances sur l'espace public. Merci Julien pour toutes ces précisions concernant votre association. Dans quelques instants, je vais retrouver Elori Blot. Il est animateur et coordinateur au sein de la télé participative TV3e. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver dans ce lieu chargé d'histoire Elori Blot. Elori, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres animateur et coordinateur au sein de cette télé participative TV3e qui porte justement le nom du 3e arrondissement de la ville. Parlez-nous un petit peu de cette télévision qui met en liaison les habitants du quartier et les nouvelles technologies. Alors c'est un projet qui a vu le jour en septembre 2010, initié par l'association Les Têtes de l'Art, toujours dans la continuité de ses activités, à savoir la vidéo participative, où là l'association a souhaité réellement offrir un outil d'expression au service des habitants, notamment pour se faire entendre au travers de différents canaux de diffusion. Comme il s'agit d'un projet de territoire, on a souhaité impliquer les habitants et les acteurs professionnels à l'élaboration et donc à la construction du projet. Le projet a 2 ans. Aujourd'hui, on bénéficie entre guillemets, ou en tout cas on peut s'appuyer sur un réseau d'acteurs, puisque le projet commence à être connu et reconnu. Où on va tout simplement dire, bon ben voilà, par exemple cette année on a lancé le principe d'émission dans ma rue, où on souhaite tout simplement découvrir et faire découvrir, ou sinon redécouvrir le 3e arrondissement par les rues qui le constituent, et notamment en allant à la rencontre des habitants, associations, commerces ou autres, qui font la mémoire de la rue. Ça demande aussi une certaine connaissance des publics avec lesquels on travaille. Et dans le cadre des ateliers, il y a des intervenants vidéastes qu'on embauche pour travailler la réalisation des sujets. Comment l'approche se fait-elle? Est-ce que ce sont vos équipes de TV3e qui vont voir les habitants? Est-ce que ce sont plutôt les habitants du quartier qui viennent vous voir? Et comment se décident les sujets à aborder? On va faire appel aux membres du réseau. Voilà, on souhaite réaliser tel sujet dans tel contexte, dans tel cadre. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées? Donc après on communique sur un événement ou autre, on va faire des affiches, on va faire des tracts. Les personnes vont nous contacter, voilà, ça peut se passer comme ça. Ou alors on peut également être amené à aller à la rencontre même des habitants. Une fois que nous on a travaillé sur la mobilisation des habitants, c'est le vidéaste qui, comme tout intervenant, va gérer ses ateliers, va mettre en place un calendrier commun avec les participants. Et c'est là où ça se complique, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible au même moment. Juste pour terminer, Elori, quel a été pour TV3e le sujet ou le reportage le plus insolite, le plus original que vous ayez eu à tourner avec les habitants de l'arrondissement ici? Il n'y en a pas, ils le sont tous. Ils sont tous uniques. Après, il y a aussi, on a toujours beaucoup d'émotions à les regarder, surtout quand on fait des projections, puisque la projection on le fait sur Internet. Mais on le fait et on essaye de le privilégier sur l'espace public, où on vient avec un écran, on fait un événement, souvent il y a un apéro participatif derrière, où là c'est un temps convivial qui permet vraiment de dénouer les liens et de tisser du lien social entre les personnes qui viennent assister aux projections et les habitants réalisateurs. Et là souvent c'est assez chargé d'émotions. Ouais. Merci Elori pour toutes ces informations. Je crois que vous avez un site internet sur lequel on peut avoir accès à toutes les informations qui sont liées de près ou de loin à tous les reportages qui sont faits ici dans le quartier. Vous pouvez rappeler l'adresse éventuellement du site? Bien sûr, www.téléparticipative.org. Et on vous souhaite bien sûr longue vie. Vous êtes vecteur, on l'a dit, de lien social. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup Elori. Merci. Ainsi se termine ce numéro consacré à la rue Toussaint. Merci de nous avoir suivis. On va vous donner rendez-vous très prochainement sur Rue de Marseille TV pour un prochain numéro. Ciao!